Ok, c'est reparti. Donc là, on va voir deux points qu'on a, qu'on a déjà vu sous Windows. Du coup, là, on va l'appliquer à Linux. Le premier point qu'on va voir, on va redescendre le fichier de configuration. Ça va être le DHCP, dans le même type de configuration qu'on a fait sous Windows, sauf que là, ça va être sous Linux. Donc, on va redescendre un peu le fichier de configuration et montrer quelques éléments. Après, vous l'appliquerez directement. Je donnerai des consignes pour l'appliquer. Le deuxième point qu'on va voir sous Linux, c'est pour enrôler une machine à un domaine. Donc là, déjà, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le principe d'enrôler une machine? C'est ça. Ça permet à une machine d'utiliser toutes les ressources du domaine. Hmm. Oui, effectivement, avec PowerShell, on peut le faire avec une ligne de commande. Effectivement, il a été un peu conçu pour ça. Après, c'est pas forcément ce que j'utilise en premier, donc c'est pour ça que je vous montre la méthode la plus classique. Mais effectivement, avec PowerShell, on peut créer des utilisateurs, on peut créer des OU directement aussi. Quand on crée l'utilisateur et créer directement dans la bonne OU et tout. Donc non, effectivement, avec PowerShell, on peut effectivement enrôler une machine en ligne de commande avec quelques éléments. Là, je ne l'ai pas à la seconde, mais je vous la montrerai. Et là, on va voir qu'une fois qu'on a installé les prérequis, la commande pour lier à Linux à un AD est rapide également. Donc, on va déjà redescendre le fichier pour le DHCP, que je vous mettrai de toute façon après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. SSH stock base. C'est quoi son adresse déjà? C'est quoi déjà son adresse? IP1. Parce que là, vous serez plus ou moins obligé de passer de toute façon à SSH. Parce que comme il va y avoir un fichier de configuration à recopier. Donc c'est le 10.128.06. Ça, je le mets là. Et à côté, j'ai mes commandes. Donc pour installer, rien de très compliqué. L'apt update, donc qui permet de vérifier que la liste des paquets soit à jour. Et ensuite, une fois que la liste des paquets est à jour, on applique l'upgrade si nécessaire. Après, ça peut fonctionner sans forcément faire l'upgrade. Mais potentiellement, il peut y avoir aussi des conflits. Donc l'upgrade peut être facultatif. Donc là, ce qu'on va avoir besoin, c'est KEA DHCP4 serveur. Donc 4 parce que c'est le serveur pour l'IPv4. Il y a le même aussi pour l'IPv6. Donc là, du coup, je l'avais déjà fait pour le refaire. Donc là, voilà, bon là il me dit que du coup c'était déjà à jour, forcément. Ici, on va garder pour référence et éventuellement des éléments supplémentaires si on veut aller chercher plus de détails. On va garder le fichier de configuration de base, qui est le KEA dhcp4.conf. Quand vous l'enregistrez, il a déjà une version de base. Si je fais sudo nano
slash etc, parce que c'est toujours dans slash etc les réglages, la majorité, Kea. Je crois que j'ai mis point back. Voilà. À la base, du coup, vous avez tout ce fichier-là qui est très long, où on peut faire, dans la théorie, les réglages directement, mais en fait, ils ont déjà mis des exemples de configuration, notamment pour les réservations, qui en fait, si on les retire pas, rentrent en conflit avec la configuration, et du coup, on ne peut pas lancer le DHCP. Le DHCP ne fonctionne pas. Et même si on essaie de retirer le bloc, j'ai essayé, faut... Après, du coup, il n'y a plus les bons nombres de parenthèses et d'accolades, et il n'en veut pas. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, on copie ce fichier-là pour le garder de côté. Comme ça, on a des références pour certains éléments, si vous voulez voir. Plus de détails pour voir comment certains éléments étaient mis, notamment pour les... Comment il s'appelle? Pour les réservations. Et par exemple, si on a un gros système et qu'on a beaucoup de bails et du coup d'adresses IP qui sont données, on peut aussi relier les fichiers, la relation entre le bail et l'adresse IP et l'adresse MAC qui ont été attribuées. On peut aussi le relier à une base de données. Donc par exemple ici, on a la configuration qui peut permettre de relier les résultats du données du DHCP pour les stocker dans une base de données. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant après de regarder plus en détail, mais pour la configuration qu'on va vous demander de faire, le fichier qu'on va utiliser va être déjà pas mal. Mais si vous voulez après compléter, tester d'autres éléments, ici, il est bon de savoir que vous avez pas mal d'informations déjà assez clairement expliquées. Donc après, quand on descend ici, on retrouve les options pour mettre les numéros de serveur, la plage que l'on veut attribuer. Là, c'est pour les réservations. Et donc là, vous voyez que c'est pas neutralisé. Donc sinon, il faudrait mettre des doubles slash devant chacune des lignes. Et donc ça demande du temps quand même. Donc des fois, c'est plus rapide de repartir d'un fichier de zéro, de mettre les éléments qu'on a besoin. Et ensuite d'ajuster, de recompléter par la suite. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a cette commande-là, ici, qui permet du coup de faire une copie de sauvegarde du fichier. Donc après, on supprime le fichier d'origine, parce que comme vous avez vu, il est long, donc ça va demander du temps de tout supprimer, de supprimer tout le texte, parce qu'il y a près de 380 lignes, donc à supprimer, ça va être long de le vider. C'est plus rapide du coup de refaire un nouveau fichier qui porte le même nom. Le principal, c'est que le nom soit bien celui-là, kea-dhcp4.conf. Ensuite, derrière, on a le fichier d'exemple, en fait, que vous allez récupérer pour le copier. Et ici, on va descendre un peu, voir la configuration, comment c'est représenté. Ici, l'interface, c'est comment identifier l'adresse réseau, la carte réseau. Donc, pour la retrouver, vous faites IPA. Et ici, vous voyez, devant l'élément où il y a l'adresse IP, vous avez un nom. Ici, ce ENS33, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, il faut bien penser à regarder le nom de cette interface. Parce que c'est l'interface que le DHCP va écouter
pour recevoir les requêtes DHCP d'une machine. Donc si du coup ça écoute pas la bonne carte réseau, il ne pourra jamais donner d'adresse IP puisque il ne saura jamais qu'il y en a qui sont demandées. Control socket, en fait, c'est un point d'accroche qui se sert pour plus ou moins scanner le réseau et du coup pouvoir traiter les demandes quand elles arrivent. List database, c'est tous les combien de temps c'est remis à jour. Et après, à la fin, je vous montrerai où est stocké ce fichier. Sachant que là, les intervalles et les chiffres sont des chiffres en secondes. Là, c'est 3600 secondes. Et c'est par exemple, là, c'est le minimum plus ou moins de durée de vie de l'adresse, minimum 600 secondes. Et au maximum, le bail, c'est 720 secondes. ID, là, vous voyez, subnet. Ça, c'est en fait la déclaration pour déclarer un premier réseau. Donc ici, on va en mettre qu'un, mais comme on a vu, on peut mettre plusieurs plages de réseau et de sous-réseau dans un seul serveur DHCP. Après, c'est les routeurs avec le relais qui vont permettre de récupérer les informations. Et donc ici, c'est pareil, on peut faire des fichiers qui ont plusieurs sous-domaines. Ce qui est important à bien surveiller, c'est que chaque sous-domaine est un ID qui soit différent. Là, par exemple, c'est le 1 puisque c'est le premier qu'on fait. Mais si on mettait un deuxième sous-domaine, il faudrait mettre 2. Ici, on trouve le sous-réseau, l'adresse du sous-réseau auquel ça va distribuer le DHCP. Donc là, à adapter aux besoins. Le pool, du coup, là, on retrouve la formation qu'il y avait sous Windows, c'est-à-dire les plages d'adresses qui seront disponibles pour le DHCP. Et après, on va retrouver les quelques options qui étaient aussi mises, qui étaient demandées de configurer par Windows. Donc, le routeur, qui va nous permettre de donner la passerelle qui sera communiquée par le DHCP. Ensuite, domain name server, on indique les DNS qu'utilisera la machine par le DHCP pour résoudre les adresses internet, enfin les adresses IPv4. Domain name, ça c'est si on veut attribuer qu'on sait que le DNS va être plus ou moins lié à ce domaine-là, on peut mettre un nom de domaine. Cette partie-là n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Et donc avec ça, on a suffisamment pour faire fonctionner le DHCP. Et donc on voit qu'on retrouve bien les mêmes éléments qui étaient déjà dans le Windows Server quand on a créé le DHCP. Si vous avez un doute, vous pourrez recréer éventuellement un DHCP sous Windows pour revoir les éléments qui vous sont demandés. Et vous verrez bien que ce sont bien les mêmes éléments. Donc ce fichier-là, ça sera le fichier à récupérer et du coup à adapter. Après, comme sous Linux, du coup, il faut redémarrer les éléments. Donc, par contre, on n'est pas obligé de redémarrer tout le système. Il y a la commande du coup sudo systemctl restart. Donc là, on précise qu'il y a DHCP4 serveur. Mais sachant que le sudo systemctl restart fonctionne pour redémarrer beaucoup de services
sous Linux. Donc par exemple, si on après les services web, ça va être à page 2 par exemple, ou Light HTTPD ou Nginx pour les redémarrer si on a fait des modifications au niveau de site internet, si on a rajouté des serveurs web ou des choses comme GLPI par exemple. Il faut redémarrer le serveur web pour que ça soit bien pris en compte. Ensuite, une variante qui est utile de la commande systemctl, c'est status. Parce que là, du coup, ça va permettre de voir l'état du système, du service en question. Et si jamais il y avait des soucis, ça vous dirait quel est le problème. Donc là, on voit qu'il est activé au démarrage. Active en vert, donc ça veut dire qu'il est bien démarré et il est bien fonctionnel. Si vous avez du rouge, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et ici, vous voyez, vous avez quelques lignes en dessous. Et si vous les suivez, vous voyez qu'il vous donne des informations sur ce qui s'est passé. S'il y avait des erreurs, il vous mettrait le message d'erreur ici. Donc après, à vous de l'interpréter, de voir comment vous l'interprétez. Donc ici, on voit qu'il y a eu des échanges et qu'il a donné l'adresse 1.6 et 1.3 à des machines. Donc là, il faut faire CTRL-C pour sortir de là. Mais ça, du coup, le statut marche pour n'importe quel service. Et maintenant, voilà, si on veut voir le contenu des baux qui ont été donnés, le fichier ne se retrouve pas, lui, dans etc, il se trouve dans var. Donc du coup, hein, bon là, il me dit que je peux pas l'écrire, mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est de la consultation. Et donc ici, on voit qu'on peut retrouver aussi l'adresse IP de la machine à qui on a donné un bail. Donc ça peut nous servir si justement on veut faire une réservation d'une machine et qu'on sait son nom, et ben on va pouvoir récupérer l'adresse MAC pour pouvoir réserver les éléments. Donc on retrouve le nom et différentes options. Donc l'accord est un petit peu moins lisible que les baux dans Windows, mais on peut quand même retrouver tous les éléments qui sont passés. Et on voit aussi que du coup la raison pour laquelle on peut lier une base de données, c'est que là il y a déjà quand même pas mal de lignes, alors que j'ai qu'une ou deux machines de lier au DHCP. Donc si vous avez un gros pool d'adresses et tout, ça peut vite être lourd pour un fichier CSV. Après à traiter. Donc c'est pour ça que cette version-là peut être reliée directement à une base de données. À savoir qu'après, si vous allez chercher des fois sur internet, vous allez trouver des fois des tutoriels sur ISC-DHCP. Et en fait, ISC-DHCP, c'est une ancienne version qui n'est plus maintenue depuis fin 2022. Donc c'est pour ça que je vous la montre pas. Parce qu'elle est périmée, il n'y a plus de mise à jour de sécurité. Après, effectivement, elle était un peu plus simple à mettre en place, mais elle était aussi un peu moins flexible par rapport à cette nouvelle version.
mais les éléments sont les mêmes. C'est juste que le formatage du fichier est un petit peu plus compliqué si on veut vraiment le taper de zéro. C'est pour ça que le plus simple, c'est de récupérer une base, que ce soit celle-ci ou si vous trouvez une autre base, et après de l'adapter en fonction des éléments. Et après, si on veut voir des logs de ce qui s'est passé aussi, on a la commande journal qui marche aussi pour beaucoup d'autres éléments. Donc là, par exemple, pour qu'à un moment, j'avais fait un petit loupé, il y avait une virgule de trop, et du coup, il n'en avait pas voulu, et j'ai dû remodifier derrière. Et après, voilà, on trouve tout le log de ce qui s'est passé avec le DHCP. Donc si vous avez des problèmes des fois sous Linux avec quelque chose qui ne démarre pas, pensez à regarder éventuellement les journaux avec journal CTL et après en précisant du coup le -u et à la place vous mettez un autre élément. Je sais pas si j'avais mis la page et si vous faites double tab, bah, vous pouvez voir le listing de tous les services. Bien, par exemple, j'ai essayé de faire le journal sur le LV2 Monitor, si ça me dit quelque chose. LV2 Monitor. On voit bien du coup là on voit bien qu'il a en mémoire le VG stockage et tout, il voit quand ça a été créé et ça a été fait par boot. Donc ça permet de voir si les choses qu'on a fait aussi, s'il n'y a pas de message en arrière-plan. Et après, j'ai mis un deuxième exemple où là, il y a une réservation d'adresse qui est faite. Ici, là, on voit le subnet. Et ici, on voit la réservation, où du coup, il y a l'adresse MAC qui est indiquée, l'adresse IP, l'hostname de la machine en question. Après, je dis machine, mais ça peut être une imprimante aussi, par exemple. Donc, on fait une réservation. Et après, bah, les informations qui sont liées, on repart sur les informations classiques. Voilà. Donc ça, c'était aussi si vous vouliez mettre une ou des réservations, au moins vous avez aussi un fichier d'exemple avec. Donc là, vous voyez bien qu'on retrouve, il n'y a pas de, piège, on retrouve bien les mêmes éléments qu'on indiquait dans le DHCP sous Windows. C'est juste que c'est fait en ligne de commande du coup, au lieu d'être fait avec l'interface graphique. Ça, du coup, je vais ranger dans Linux. Ça, c'était la
première partie et après vous irez vous laisserez voir pour la mettre en place. Avant ça, je vais vous montrer le deuxième point pour du coup enrôler une machine dans une machine à réseau sous Linux. Donc là, ici, on a toute une liste de quelques éléments à installer. Après, on pourrait, soit on peut prendre la liste complète, soit on peut au moins installer le premier Realm D, parce que lui, une fois qu'on va lancer les éléments pour relier, il va aller télécharger une partie des éléments. Mais il y a quand même quelques éléments qu'il ne va pas forcément prendre en compte et qui on va avoir besoin par la suite. Donc le mieux, c'est de récupérer tout de suite les informations. On le laisse installer, on installe ce qu'il a besoin. Ça installe Samba, parce que Samba, c'est le protocole qui va nous permettre de partager éventuellement des fichiers vers Windows. Donc comme là, c'est pour faire des échanges avec le serveur, du coup, il a besoin de Samba. Voilà. Donc là, à partir de là, c'est bon. On l'a mis. Maintenant, si on fait realm-d pour découvrir les domaines, normalement je crois que j'ai mis créteil.rf sur mon serveur, je vérifie quand même. Ah bah. Forcément le serveur n'est pas allumé. Ça aurait moins bien marché. Mais je crois bien que j'ai mis ça, donc là on va attendre. Et en attendant déjà, d'après vous, si je fais la commande pour découvrir mon domaine, d'après vous, est-ce qu'il va le trouver comme ça? Là, si je lance la commande realm-d et un nom de domaine, ça permet d'essayer de trouver un domaine qu'on a précisé. Là, si je la lance, admettons que le serveur est démarré et que je lance la commande. D'après vous, est-ce que vous pensez qu'il va le trouver, mon domaine que j'ai demandé? Le domaine créteil.rf, est-ce qu'il va le trouver? Ou qu'est-ce qui pourrait le bloquer, le fait qu'il ne le trouve pas? Hein? Le pare-feu potentiellement, mais c'est pas le point principal. Est-ce que vous vous souvenez, sous Windows, qu'est-ce que vous devez régler en priorité pour pouvoir enrôler une machine? Non, non, là tu es sur la machine Windows, tu as essayé de l'enrôler, ça n'a pas marché. Quel est le problème que j'ai dit qui était le problème majoritaire qu'il fallait régler? Le nom, non, on peut le changer après, même si des fois c'est mieux de l'avoir fait avant. On peut utiliser la machine en DHCP, mais on peut enrôler une machine qui est aussi en IP statique. C'est pas le problème. Oui, éventuellement pour avoir les machines, oui. Et donc, t'es pas loin. Du coup, qu'est-ce qu'il faut avoir bien réglé dans le DHCP? Le pool d'adresses, oui, pour que la machine aille,
mais c'est pas le point qui va nous poser problème pour la reconnaissance. C'est le DNS. Il faut toujours que le DNS de la machine que vous voulez enrôler pointe vers le serveur AD. Sinon, s'il ne reconnaît pas en fait au moment d'enrôler le serveur AD via le DNS, il ne pourra jamais vous trouver votre domaine. Donc là, c'est créteil.rf. J'en profite pour regarder, c'est le 10.128.0.3. Non, c'est Discover. Donc là, il tente de rejoindre le créteil.rf et il me dit qu'il ne l'a pas trouvé. Parce que effectivement, notre DNS pour l'instant, il est celui qu'on lui avait donné au départ. Donc, normalement, à moins que vous ayez pensé à la base, vous n'avez pas forcément pointé vers le serveur AD que je vous ai fait faire en même temps. Donc du coup, normalement j'avais déjà montré, mais je vais le remontrer parce que je ne suis pas sûr d'avoir montré à tout le monde quand même. Sous Linux, je vais vous remontrer comment changer du coup le serveur DNS. Donc là, la procédure, ça va être pour Ubuntu. Donc, du coup, on fait sudo nano, parce qu'on va devoir éditer un fichier, etc/netplan. Sur Ubuntu, le fichier de configuration se trouve dans le répertoire qui s'appelle netplan. Et après, le nom, ça peut changer. Des fois, ça peut être commencé par 0, des fois, ça peut être 50. En général, si ça commence par 0, c'est que vous n'aviez pas forcément d'Internet au moment où vous avez installé. En général, si ça commence par 50, ça veut dire que vous aviez Internet au moment de l'installation. Le fichier auquel il fait appel n'est pas exactement le même au moment de l'installation si on est en ligne ou hors ligne. Donc on rentre dedans. Et ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit de vous mettre en IP statique. C'est que là, le fichier, il est déjà dans sa bonne forme. Si vous étiez en DHCP, vous auriez que 2 lignes. Et après, pour remettre ce fichier-là en forme, c'est un peu une galère. Parce que faut bien aligner tous les éléments au bon endroit avec entre eux et tout. Parce qu'il suffit qu'il y ait un décalage et il ne vous lit pas le fichier. Il vous dit que le fichier il est mal configuré. Et tous les éléments que vous rentrez dedans sont bons, mais c'est juste que vous avez un espace qui est en plus en moins à un endroit et il va vous refuser. Donc c'est pour ça qu'il faut dans l'idéal le mettre directement en statique pour générer ce fichier. Si après vous avez une adresse IP, vous pouvez encore y aller par le DHCP, par le SSH et recopier un autre fichier d'exemple. Ça c'est possible. Mais si en plus vous avez la carte réseau du coup qui ne veut pas monter parce que vous avez un problème d'adresse, le DHCP il ne veut pas fonctionner ou quoi, bah là c'est plus compliqué parce que vous êtes obligé de vous faire le fichier à la main. Donc voilà pourquoi je vous conseille sous l'Ubuntu serveur qui vous propose d'être en adresse statique directement, de le mettre en statique. Donc ici, si on analyse le fichier, on trouve notre adresse. Donc si pour une raison ou pour une autre, même la machine que vous avez, vous voulez souhaiter lui changer son adresse IP, vous pouvez le faire directement dans ce fichier-là. Par exemple, si la machine là on l'utilise et qu'après je vous dis d'utiliser sur le réseau 20.0.0.0/8, bah, du coup à la limite, vous pourrez juste changer l'adresse IP
et les informations plutôt que de refaire une machine. Et pareil, si vous voulez rajouter par exemple une deuxième carte réseau à cette machine, en fait, il vous suffira de copier ce fichier-là, de le renommer, pour pouvoir mettre une nouvelle carte réseau. Ce qu'il faudra changer, par exemple, c'est les informations, mais surtout, il faudra changer du coup la référence de la carte réseau. Au lieu de NS33, ça sera peut-être NS34 ou un autre chiffre. Et ici, on voit qu'on a les name serveurs. Donc là, le premier, c'est le 10.0.0.2, ce qui est normal parce que c'est celui qui nous permet d'avoir Internet à la base. Donc là, par exemple, il met du rouge parce qu'il y a un truc qui lui plaît pas. Il n'aime pas avoir une ligne vide. Donc là, il me l'a signalé. Mais des fois, il ne signale pas toujours tout en rouge. Donc là, je vais mettre tiret 10.128.0.3. 10.128.0.3. C'est bon. Donc là, je lui ai rajouté un DNS qui ira vérifier les informations du coup, au niveau du DNS du contrôleur de domaine. Donc après, bah, si on veut changer d'autres DNS, on les change. Ici, route, le via, ça va correspondre à notre routeur. Donc si à un moment vous changez de configuration, il faudra bien penser aussi à changer la route du coup. C'est-à-dire le par où il passe. Et le version 2, on le laisse, c'est le référence de fichier. Ça n'a pas d'impact. Du coup, à partir de là, on enregistre nos modifications. Et on va faire sudo netplan apply. C'est ça qui va nous permettre de mettre à jour les informations. Tant qu'on ne fait pas ça, les réglages qu'on a appliqués ne sont pas pris en compte. Et donc là, si vous ne mettez pas des messages d'erreur, c'est que c'est bon. Après, des fois, il peut y avoir un message d'erreur, mais ça peut passer quand même. Après, il faut vérifier le statut. Des fois, c'est quand on change de passerelle qu'il peut faire une remarque et râler un peu, mais que ça passe quand même. Mais il peut y avoir des fois où ça passe pas du tout. Et que la carte réseau, du coup, ne veuille pas redémarrer parce que le fichier n'est pas correct. Maintenant, on va relancer la découverte. Et là, on voit que tout de suite, il a trouvé notre domaine. Puisque le DNS pointe bien vers le serveur. Vers le DNS du serveur. Après, si vous avez un autre DNS, décidé de séparer le DNS du serveur principal, vous pouvez. Donc, du coup, dans ce cas-là, vous mettez un DNS, le DNS externe, mais il faut que le DNS externe connaisse les informations du serveur de domaine. S'il ne les connaît pas, ça reviendra au même. Mais s'il les connaît, ça peut être une autre machine que le serveur lui-même. Et donc là, on voit les packages qui sont requis pour le gérer. Donc là, maintenant, on a découvert, on a réglé notre serveur pour qu'il le voit. Donc là, c'est Realm Join pour rejoindre du coup le créteil.f. Le -v, en fait, c'est pour du verbose, c'est pour avoir un petit peu plus de détails dans ce qui se passe. On pourrait s'en passer, seulement du V. Là, on fait entrer. Là, du coup, il me demande
le mot de passe pour l'administrateur. Oui, parce que c'est administrator qu'il a essayé de chercher. U administrateur. Je vais tester. Ah, c'est grand U, pardon. Donc là, ça nous permet de préciser l'utilisateur qu'on veut utiliser pour rejoindre le domaine. Parce que si on fait, comme j'ai fait au début, 100, il va essayer de trouver administrator. Mais comme nous, on est sur un Windows serveur en français, l'utilisateur administrator n'existe pas. C'est administrateur. Ah oui. Bien sûr, comme on est sur une opération système, si on ne met pas le sudo, et donc là on voit les différentes lignes de ce qu'il a fait. On voit qu'il a lancé un petit script pour rejoindre le domaine et différentes informations. Avec les SSID, donc là on peut suivre un peu, on voit qu'il l'a stocké dans le stockage computer du contrôleur de domaine Créteil RF. Et donc là, maintenant, si on va voir notre serveur de domaine, notre contrôleur de domaine, et qu'on va dans les utilisateurs Active Directory, ordinateur, on retrouve bien stockage, qui est le nom de ma machine Ubuntu. Donc on voit bien qu'on a bien réussi à faire la jonction avec le domaine. Donc là pour l'instant c'est enrôlé. Mais pour l'instant aucun utilisateur du serveur ne peuvent se connecter dessus parce qu'on n'a pas donné l'autorisation. Mais avant de donner l'autorisation, il y a quelques petits réglages à finir. Pour chercher pour vérifier le nom de domaine, c'était Realm Discover. Et je te la remets là. De toute façon, je vais remettre le listing à côté. Si ton DNS pointe bien à un endroit qui connaît les informations du serveur, oui. Si ton DNS, par contre, tu l'as pas adapté et que le DNS ne connaît pas les informations de ton serveur AD, là, il ne le trouvera pas. REALM. Après, tu as bien installé toutes les commandes que j'avais mis au début déjà ou pas? Parce que comme je ne l'ai pas encore mis dans le drive. Sinon, il faut installer au minimum, pour pouvoir faire cette commande-là, il faut installer au minimum REALMD comme commande. REALMD. C'est le minimum qu'il faut. Pour au moins découvrir. Après, pour joindre, il aura besoin d'éléments supplémentaires qu'il ira éventuellement chercher si nécessaire. Donc là, comme je disais, on a fait une partie du boulot, donc là, il est bien lisse. Il est bien dedans, et cette commande-là permet de vérifier le domaine dans lequel on est. Realm list. Donc on voit bien que le domaine c'est bien créteil.rf.
Et il vous dit aussi que les logins, pour se connecter, ça sera le nom de l'utilisateur, @créteil.rf. Si vous mettez juste le nom de l'utilisateur, il va essayer de chercher en local. Il ne va pas essayer de chercher ailleurs. Donc ici, en fait, les commandes qu'on va utiliser par la suite, ça va permettre de créer des répertoires utilisateurs directement pour les utilisateurs quand ils vont se connecter à partir de l'AD. Si on ne fait pas ça, mais qu'on donne quand même l'autorisation de se connecter, les gens vont pouvoir se connecter, ils vont pouvoir faire des tâches et tout, mais ils ne vont pas pouvoir stocker des fichiers dans un répertoire personnel comme ont les utilisateurs Linux. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques petits réglages à faire pour ça. Là, sinon je vais remettre la liste, mais ils sont pas bien méchants. Donc ici, modifier ce fichier-là. Donc là, il demande si on veut créer des utilisateurs pendant le login. Priorité, on met 900 pour avoir une priorité assez élevée au niveau de la hiérarchie. Comme ça, dès qu'on va arriver à commencer plus ou moins par créer ça avant de passer aux autres tâches. Et si on n'a pas besoin que les informations soient juste interactives, il va nous le créer directement. Il ne nous pose pas de questions spécifiques. Donc PAM, c'est un ensemble de paramètres d'authentification. Ça sert à l'authentification. Après, par exemple, sur le Proxmox, on avait vu qu'on pouvait se connecter sur le Realm, sur le royaume, c'est-à-dire en utilisant les utilisateurs de la machine Proxmox elle-même. Mais après, on peut se connecter en PAM, c'est-à-dire si des utilisateurs qu'on a définis par une autre façon de connecter. Donc ça, PAM, ça peut être un élément que vous allez retrouver. Vous pouvez retrouver à plusieurs endroits, surtout quand vous allez parler au niveau des logins, puisque ça gère les authentifications. Donc là, on sauvegarde. Et après, dans la petite commande, on met à jour les fichiers de PAM parce que du coup, on a fait des modifications. Donc pareil, il faut redémarrer l'élément. Donc là, on va modifier. Et là, il faut cocher ça. Ça, c'est du coup la règle qu'on a créée tout à l'heure, de créer des répertoires racines, des répertoires home au démarrage. Et après, on peut ajuster certains trucs. Par exemple, on pourrait demander que s'il y avait un lecteur de cartes sur le PC ou en accessoire, on pourrait demander que pour pouvoir se connecter à la machine, il faudrait présenter sa carte de sécurité directement. C'est un peu, par exemple, ce qui se passe dans les banques. Dans les banques, souvent, ils ont une badge à passer avant de faire des opérations. Parce que s'ils la passent pas, ils ne peuvent pas faire l'opération. Ce qui permet que même si jamais, au niveau de la sécurité, quelqu'un a oublié, il est parti de son bureau, il a oublié de fermer sa session. Petit rappel, du coup, quel raccourci pour fermer la session, pour verrouiller la session? C'est ça. Vous devez le connaître par cœur, parce que normalement, vous êtes censé le faire à chaque fois que vous levez. Et que vous quittez la pièce.
Et donc du coup, dans les banques, ça permet d'éviter que si jamais il y a quelqu'un qui arrive à accéder à un ordinateur qui n'était pas verrouillé, de quand même pouvoir faire des modifications. Parce que pour faire les modifications, il faut la carte d'accès pour pouvoir valider et tracer toutes les modifications. Et donc du coup, on pourrait l'appliquer si on avait les bons outils. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, on coche ça, on vérifie. Ici, par exemple, on pourrait aussi diminuer les vérifications au niveau du mot de passe en diminuant du coup le contrôle de vérification de la force du mot de passe. Et là, on fait OK. Et donc, il nous reste normalement une dernière commande. Donc là, on va redémarrer le SSS. Ça, c'est sécurité système. Je l'ai mis en dessous. Système Security Service Daemon. Donc c'est lui qui va gérer des différents systèmes de sécurité, notamment les systèmes de sécurité entre Linux et l'AD. Donc c'est pour ça que il faut redémarrer ce système comme on a fait avant. Et la commande d'après, c'est le statut pour vérifier que son état est bien actif. Donc là, on voit qu'il est bien actif, tout s'est bien relié. Et là, pour le coup, c'est la dernière commande. C'est pour autoriser tous les utilisateurs à se connecter à l'ordinateur. Donc là, on met tous, mais on pourrait très bien décider qu'on mettait que certains utilisateurs autorisés à se connecter à la machine en Linux. Mais pour les essais, et pour voir, hop, je l'ai fait hier, une version. Alors, donc du coup, à regarder ce qu'il nous dit. Euh, réel, ok. 8 à X. Ah oui, parce que j'ai oublié le -R. C'est-à-dire ce que je l'ai fait hier, c'est passé tout seul. Réal, permis, ok. On va mettre -AX. Donc, normalement, le -R et le réal, il est optionnel. Le uniforme. Ok, on va vérifier. Normalement, c'est la même version que j'ai utilisée hier. Join. Ça, c'est différentes options qu'on peut mettre en plus de Joy pour cibler certains éléments. Si on veut faire appliquer mettre l'ordinateur déjà dans une OU spécifique. Leave, donc ça c'est pour quitter donc la liste, ok. Permit, permit -all.
commencer le A, on va utiliser le tiret-all du coup. Do, Ryan, permit, tiret-all. Bon, bah, allez, vous les tiret-all. Je pas compris, je l'ai fait tiret-all. Bizarre. Parce que hier, j'ai pas fait avec all, j'avais fait avec tiret A. Après, là, non, pourtant là, il n'y en avait qu'un de tiret, il n'a pas pris le bon tiret. Ça, en fait, là, il me change mon. Ça, c'est clair, en fait, on le voit pas bien, mais en réalité, c'est deux tirets. Mais ce cas, c'est qu'en fait, ça, c'est le. Mais je veux pas une ligne. Il faut des tirets. Voilà. Donc après, un petit glossaire pour dire à quoi correspondent SSSD et le PAM. Voilà. Et donc là, pour tester, on va faire exit. Donc là, je vais mettre administrateur @créteil.rf parce que là, il faut mettre l'adresse email en entier. Hein? Oui, parce qu'après, il faut viser, mais là, a priori, il a trouvé quand même. Et, attends, je sais plus qu'est-ce que j'ai tapé. Après, peut-être que du coup, il n'a pas le droit de se connecter au SSH aussi. Cet utilisateur-là. Parce qu'il n'est pas dans le sudo. Donc, on va faire le test ici. Donc, exit. Là, du coup, je quitte le login. Administrateur @créteil.rf. Encore plus bien, le preview. Administrateur @créteil.rf. Bon, il est peut-être un petit peu plus long aussi à vérifier comme il va voir sur le serveur. Okay. Je vais le rebooter. Il fait un truc bizarre. Là, normalement, il existe forcément comme utilisateur.
pendant qu'il redémarre, je peux aller voir si j'ai un autre utilisateur. Tester. Ordinateur, non, pas ordinateur. Utilisateur. Test@créteil. Passe n'expire pas. Ah, pas mis. Déjà ça va pas marcher. Voilà. Voilà, au moins il m'a demandé le mot de passe. Bon, ok. Test arrobase créteil.rf. Faut que je vérifie si les chiffres ils fonctionnent ou pas. Oui. Stock. List. Donc, je suis bien dessus. Je suis bien sur celui-là. Ouais, il a pas voulu les créer, mais c'est normal parce qu'il les a pas, les a pas logués. Hein. Pourquoi il lui a dit spammer? Ah. Après, il y a peut-être le sudo ufw follow. Je sais pas si là on met en liste celui-là. Sudo systemctl. Alors, on va vérifier si c'est ça. Là, du coup, il y avait déjà un pare-feu qui était en route. Le pare-feu s'appelle UFW. Et donc là, je vais demander d'autoriser le LDAP. test@créteil.rf. Ok, bon. Bien, ça me disait au moins un message. Bon. Je vais mettre en ligne les éléments, je vais vous donner un exercice à faire là-dessus. Et quand vous serez à la fin et que vous ferez le test, on dirait si vous avez la même chose ou pas. Mais je sais que je l'ai fait hier soir et ça avait marché direct. Donc je vois pas là trop
fois il n'a pas envie. Je vais faire un dernier test. Oh. Normalement on a fait all, donc il prend tous les groupes, il prend tout le monde, hein. Normalement il n'y a pas de... il prend les groupes de Windows. Parce que quand on met @rf créteil.rf, il sait qu'on est lié au domaine, donc il va chercher dans la liste des... oui, ça c'était pour le SSH, pour me connecter au SSH. Là, je suis pas dans le SSH. Là, je suis directement sur la machine elle-même. Mais tout à l'heure, oui, c'est normal que du coup, on se retrouve avec deux éléments, deux arrobases, parce que tu as l'arrobase du compte sur lequel tu veux te connecter, et ensuite l'arrobase de l'ordinateur sur lequel tu veux te connecter. C'est pour ça que tu te retrouves avec une double arrobase, effectivement, dans le login. Mais, a priori, c'était pas ça le problème, parce que là, déjà, même sur la machine elle-même, on n'arrive pas à se loguer avec les comptes de Windows. Donc, j'ai juste essayé un dernier truc. Sudo realm permit -all. Là, je lui reprécise le domaine. Des fois que c'était ça qui lui posait un problème. test@créteil.rf. Donc, je sais pas, il y a des bugs, des fois il ne prend même pas en compte, mais quand j'appuie sur entrée, hein. Voilà. Apparemment, il fallait lui repréciser le domaine sur lequel on voulait se connecter. Pourquoi ce coup-là il a décidé de ça alors que hier je l'ai refait, j'ai pas eu besoin. Bon, on va le repréciser dans le document comme ça. -r on va le remettre dans les éléments où vous pouvez vous connecter. Je crois que j'ai fait un mauvais rangement tout à l'heure. Je crois bien avoir rangé le DHCP dans les exercices. C'est ça. On va redéplacer. Ça tout au même endroit. C'est mieux. Ok. Donc voilà, là c'était du coup les explications pour pouvoir se connecter à un domaine à partir d'une machine Linux. Comme on avait enrôlé des machines Windows jusqu'à présent, là on a enrôlé une machine Linux dans la
Du coup, est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, je vais la mettre la vidéo. De toute façon, là, j'ai déjà mis les documents avec les lignes de commande de toute façon. Là, ils sont dispo sur le drive, dans d'autres tutos Linux. Et de toute façon, là, je vais vous donner un petit exercice à faire pour appliquer ça.